18 octobre 1905, 18 octobre 2013, Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, aurait eu 108 ans s'il était encore des nôtres. Un prix pour célébrer l'esprit de créativité des jeunes ivoiriens. Le prix sera décerné le 1er novembre prochain et puis les négociations de Genève sur le nucléaire iranien débouchent sur un rendez-vous. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 18 octobre 2013, date anniversaire de naissance de feu Félix Houphouët-Boigny, né le 18 octobre 1905. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire aurait eu 108 ans s'il était encore des nôtres. Le premier président de la Côte d'Ivoire a tiré sa révérence le 7 décembre 1993. Sa recherche permanente de la paix et ses actions pour le développement du pays auront marqué les esprits. Un prix pour récompenser l'esprit de créativité et d'innovation des jeunes. Il s'agit du prix du jeune inventeur. Il sera décerné le 1er novembre prochain lors donc de la clôture de la 3e édition des Assises de la jeunesse. Traoré Lassina n'est pas en train d'appeler quelqu'un, mais plutôt de mettre en marche son ventilateur. Se servir de son téléphone portable comme une commande à distance, un geste simple, fruit du génie créateur de Diomandé Namori. Je suis l'inventeur du système CBS, qui veut dire la connexion de boîtier de surveillance ou de sécurité. Avec ce boîtier, vous pouvez sécuriser votre voiture, vos engins. Vous pouvez aussi mettre en marche tous les appareils que vous souhaitez mettre en marche à distance. Diomandé Namori, la quarantaine, fait partie de ces nombreux inventeurs dont le talent reste méconnu faute de soutien. L'innovation, moteur de développement économique et social d'un pays, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire l'a bien compris. Il initie donc le prix du jeune inventeur 2013 à la faveur des assises de la jeunesse d'Abidjan. Une distinction pour promouvoir l'esprit créatif des jeunes. Le PASRES, depuis 5 ans, et dans le cadre de la coopération ivoiro-suisse, prépare la relève scientifique en Côte d'Ivoire en allouant des ressources financières et matérielles aux meilleurs jeunes chercheurs de Côte d'Ivoire. 2 millions de francs CFA et un encadrement approprié pour la valorisation de son innovation, un aperçu des gains que va récolter le lauréat de ce prix à la clôture de la 3e édition des Assises de la jeunesse d'Abidjan. Cette compétition concerne tous les jeunes inventeurs de moins de 35 ans, quel que soit leur domaine de prédilection. Direction Diego Nefla, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Go. Nous y allons pour parler développement. Les autorités locales, chefs traditionnels soutenus par la population, sont à pied d'œuvre pour sortir la localité du sous-développement. Hamza Diaby. Diego Nefla est une ville située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Go. Elle est à 240 km d'Abidjan. Les autochtones de cette localité sont les Gagous. À cause de la richesse de son sous-sol et de sa fertilité, cette ville attire de nombreux ressortissants de la CEDEAO et des Ivoiriens d'autres régions. Cette nouvelle commune, qui se développe très vite, connaît aussi des difficultés. Manque d'eau potable, d'électricité, des difficultés d'évacuation de produits face à la dégradation des pistes villageoises. Le maire de la ville tente, tant bien que mal, de résorber ces difficultés. Pour moi, il était important que la population elle-même s'implique et dise ce qu'elle souhaite qu'on fasse pour elle. C'est ainsi que nous avons organisé un séminaire pour l'élaboration du plan stratégique de développement de Diego Nefla. Ouvrir la voie qui va de Ouéaka à Goudi, réhabiliter le marché, construire une nouvelle gare, débarrasser la ville des ordures ménagères. La priorité importante, c'était ça. Pour la sécurisation des malades, le nouveau maire a procédé à la construction d'un mur autour de l'hôpital général. Au niveau de la gratuité des soins, un comité a été mis en place pour la gestion des médicaments. Ce comité est piloté par le médecin-chef de l'hôpital.
Avec sa population cosmopolite, Diego Nefla se construit activement grâce aux efforts conjugués du sous-préfet et des chefs des différentes communautés qui exhortent les populations à une cohabitation harmonieuse dans la paix et la réconciliation, des valeurs chères au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Bonne nouvelle pour les parents d'élèves de Yaoséi et de Doucouré, des sous-quartiers de la commune de Yopougon. Leurs enfants pourront bénéficier d'une éducation de qualité. L'école du Centre des Amis du Cœur a rouvert ses portes après sa réhabilitation. Elle est donc prête à recevoir environ 260 enfants démunis. Ici, en grande section. Ici, 4 ans quand je venais à l'école ici. Je m'amuse bien. Florella est élève au Centre des Amis du Cœur. Elle fait partie des 260 enfants démunis et exclus des quartiers Doucouré et Yaoséi de Yopougon qui fréquentent ce complexe socio-éducatif, l'école de la seconde chance. Plus de la moitié d'entre eux n'a pu être scolarisé parce que trop âgés ou ne possédant pas d'extrait de naissance. Créé en 1996 et nouvellement réhabilité après la crise post-électorale, le centre a été officiellement remis ce 17 octobre au Mouvement pour l'éducation, la santé et le développement, MESAD. Plus de 20 millions de francs CFA ont été mobilisés pour sa réhabilitation et son équipement. C'est le don d'une citoyenne italienne à travers l'ONG Terre des Hommes Italie. Cette école, elle a voulu contribuer pour se souvenir de sa fille là, qui n'est plus là. Mais sa fille a vécu en Côte d'Ivoire et elle aimait beaucoup ce pays et donc elle a pensé de faire un geste qui pouvait perpétuer sa mémoire. Le MESAD est une association ivoirienne dont les actions de scolarisation et d'encadrement social et médical ont déjà atteint plus de 50 000 enfants et jeunes dans près de 7 villes de la Côte d'Ivoire. Avant de continuer, sachez que le ministre de la Communication, Foussiata Bamba Lamine, a procédé hier à la remise des cartes d'identité des journalistes professionnels. Au total, 779 cartes, dont 490 cartes de journalistes professionnels et 289 cartes de professionnels de la communication ont été distribuées. Quelle stratégie pour lutter efficacement contre la toxicomanie? La Croix-Bleue réfléchit sur la question. Le phénomène connaît une recrudescence en Afrique. L'organisation internationale engagée dans l'accompagnement des personnes dépendantes veut donc changer la donne. On en parle avec Parga Soro. 80% des jeunes de moins de 25 ans, selon la Croix-Bleue, sont confrontés au problème du tabac et de l'alcool en Côte d'Ivoire. En Afrique, depuis 2010, l'on enregistre 78 000 cas de décès liés à la toxicomanie. La Croix-Bleue veut régler le problème. La question est au centre d'une réunion qui se déroule en Côte d'Ivoire et le choix du lieu n'est pas fortuit. Abidjan est un centre phare pour les francophones. Nous avons un centre de cure conçu depuis les années 70. Grâce d'ailleurs à l'appui du président Houphouët-Boigny. Et après plus de 40 ans, ce centre a une très grande expérience à partager, non seulement aux Ivoiriens, mais aux autres Africains, et au-delà de l'Afrique, à tous les membres de la Croix-Bleue de par le monde. 4 jours de réflexion pour parler de lutte, d'entraide, mais aussi de prévention. Des informations sur l'entraide et aussi font des formations pour les volontaires, les bénévoles qui peuvent aider à faire les autres groupes d'entraide. C'est une nouvelle approche dans la prévention. Il s'agit de mettre les dépendants, des gens qui sont victimes entre eux, dans des conditions sécuritaires pour leur permettre de changer, de comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans leur situation et qu'il y a de l'espoir. En plus de la Côte d'Ivoire, plusieurs autres pays apportent leur expertise au cours de ces réflexions. Le Togo, le Cameroun, le Tchad, la République démocratique du Congo et la Suisse, présents à cette rencontre internationale de formation pilote. Voilà, c'était un reportage de Parga Soro Kone, commenté par Anne Zelika Eora. En Grèce, l'actualité est marquée par la levée de l'immunité de 3 députés appartenant à un parti néo-nazi, le parti Obdoré. Ils pourront donc dès lors être poursuivis pour leur appartenance à cette organisation jugée criminelle.
Le Parlement grec a levé mercredi l'immunité de 3 députés du parti Aube Dorée. Cette levée d'immunité ouvre la voie à leur inculpation pour appartenance à une organisation criminelle dans le cadre de l'offensive des autorités contre ce parti néo-nazi. Le Parlement a également levé l'immunité de 3 autres députés de ce parti déjà inculpés pour le même crime, mais qui seront poursuivis pour des délits liés à des violences imputées à Aube Dorée. Le crash d'un avion au Laos, ce crash a fait au moins 44 morts. Des conditions météo extrêmes à l'origine de cet accident. Un avion ATR-72 de la compagnie laotienne Lao Airlines s'est abîmé mercredi dans le Mekong au Laos, provoquant la mort de 44 personnes, 39 passagers dont la moitié sont des étrangers et 5 membres d'équipage. L'avion assurait la liaison Vientiane, la capitale, vers Paksé, la ville très prisée des touristes dans le sud du pays. L'accident s'est produit peu avant l'atterrissage. L'appareil devait faire face à des conditions météo extrêmes. La région est balayée ces derniers jours par de fortes pluies. Des signes d'ouverture à l'issue des 2 jours de négociations sur le nucléaire iranien à Genève. Un nouveau rendez-vous est prévu. Il est prévu donc pour les 7 et 8 novembre prochains. L'Iran propose un plan dont les détails restent encore confidentiels. Sans déboucher sur une avancée spectaculaire, les 2 jours de négociations à Genève entre les 5+1 et l'Iran sur le programme nucléaire de la République islamique auront au moins permis de renouer un dialogue en panne depuis 6 mois. La chef de la diplomatie européenne a qualifié d'utile une nouvelle proposition iranienne gardée confidentielle pour le moment et annoncé un nouveau calendrier des discussions. Il a été décidé de convoquer la prochaine rencontre à Genève pour les 7 et 8 novembre. Les participants se sont mis également d'accord pour que les scientifiques et les experts en sanctions des 3+3 et de l'Iran se réunissent avant le prochain rendez-vous pour discuter des différends et élaborer des étapes pratiques. Son homologue iranien, handicapé par une forte douleur au dos, due selon son entourage aux critiques des conservateurs pour son ouverture, a confirmé le dégel. Nous croyons qu'il n'y a aucune raison que ce problème perdure. Il y a des dossiers plus importants à traiter et le droit de l'Iran à posséder la technologie nucléaire à des fins pacifiques, y compris l'enrichissement, pourra être exercé s'il y a la volonté politique nécessaire. Si Israël a baissé d'un cran ses exigences, estimant que l'Iran devait être jugé sur ses actes, il n'en va pas de même pour la Russie. Depuis Bruxelles, Sergueï Lavrov a posé une surprenante condition. Concernant l'Iran, nous avons dit dès le début que tous les participants à la négociation devaient énoncer clairement qu'ils n'avaient pas pour objectif de changer le régime. Et son vice-ministre Ryabkov, qui participait aux discussions, les a jugés difficiles et dénués du niveau minimum de confiance. Et puis le mariage de l'année. Pour terminer ce journal en beauté, José Manuel Riela et Martina Lopez, en ménage déjà depuis 80 ans, se sont dit oui devant leurs 8 enfants, 50 petits-enfants et 35 arrière-petits-enfants. La jeune mariée est âgée de 99 ans, son époux de 103 ans. Après 80 ans de vie commune, Martina Lopez, 99 ans, a dit oui à José Manuel Riela, 103 ans, en présence de leurs 8 enfants, 50 petits-enfants, 35 arrière-petits-enfants et 20 arrière-arrière-petits-enfants à San Pedro, à 400 km d'Asunción, la capitale du Paraguay, et après avoir juré réciproquement fidélité et amour éternel à l'occasion de la cérémonie de mariage. C'est la première fois que le curé du village célébrait un mariage dont les conjoints sont centenaires. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.